J'envoie Madame Biglaser de Paris, qui a dit: les champignons poussent dans des endroits humides, c'est pourquoi ils ont la forme d'un parapluie. Je sais pas, des proches, Francis Blanc. C'est Alphonse Allaire, c'est plus ancien. Ouais. Bonne réponse de Daniel Sicalbi. Et cette citation que nous soumet Monsieur Tabar, qui a dit: le vrai problème dans le domaine de l'amour, ce n'est pas de séduire les femmes, c'est de les conduire dans un endroit clos. On peut très bien faire ça à l'extérieur. C'est un dramaturge, mais qui est beaucoup plus sérieux que Feydeau, qui d'ailleurs a vécu jusqu'en 1950. Et qui était assez romantique. On joue encore certaines de ses pièces. Sérieux, très sérieux. Romantique. Moitié romantique, moitié germanophile. Giraudoux. Jean Giraudoux. Bonne réponse de Daniel Sicalbi. Ça fait réplique de vaudeville, ça. Oui, à une époque où les mœurs étaient moins libres qu'aujourd'hui. Oui, mais un endroit clos, ça veut rien dire. Si vous avez une pièce, un petit casse-libis, mais on ne peut pas s'installer, rien, il se passe Mais tu vas pas commencer à nous les briser avec tes répliques stupides, toi. Chacun a ses positions, hein. Bon. Oui, elle veut nous prouver que Giraudoux était un imbécile, oui, et un vicieux en plus. Oui, et un vicieux, exactement. Isabelle. Non, il avait juste besoin d'un endroit clos, c'est ça qu'il faut voir. Ah oui. Bon, moi j'ai souvent fait ça en plein air. J'ai perdu ma virginité. Dans la rue. Non, dans un champ. Un champ de blé, c'était parfait. Mais il y avait du blé ou pas? Il y avait, mais ce que j'avais pas vu, c'est qu'il y avait au-dessus de la colline. Ne me dis pas qu'on pouvait te voir dans un champ de blé. Ce que je n'avais pas vu, c'est qu'il y avait au-dessus de la colline des rails de chemin de fer. Et au moment de l'orgasme, il y a un omnibus qui est passé. Ils étaient tous à la fenêtre en disant bravo, bravo. Ne me dis pas que toi, couché dans un champ de blé, on t'a vu depuis un train. Ouais. C'est pas possible. Non mais attends, je ne sais pas si tu te rends compte. Même avec du blé coupé à 25 cm, on ne te voit pas. Mais j'étais à l'orée du champ de blé. J'étais au dernier sillon. Et à l'époque, il était coiffé en épi. Hein. Quand ça a fait un drôle d'effet, ça m'a traumatisé pour le restant de ma vie, ça. Hein. Et c'était des trains à vapeur à l'époque. Et ma femme me disait, c'est parce qu'elle est devenue ma femme après, elle dit arrête de halter comme ça. Je dis, c'est pas moi. La vie sexuelle de Steve. Alors, moi elle a été vraiment rassurée quand elle a vu le wagon de queue partir. Moi j'ai pu terminer, mais dans des conditions très difficiles. Vous m'aviez raconté qu'un peu plus tard, vous aviez fait l'amour sur une voie de chemin de fer. Oui. Que vous aviez entendu le train se rapprocher, que vous aviez continué, qu'il s'était arrêté à quelques centimètres de vos deux corps, et que quand le contrôleur était descendu pour vous demander des explications, vous lui aviez répondu. On était tous les deux lancés, et je me suis dit que celui qui a des freins s'arrête. Oui, oui. Ah, oui, je m'en souviens. Ça m'a marqué tout ça. Question de Monsieur Brémond. À l'origine, que signifiait l'expression « Comment allez-vous » ? Allez-vous à la selle? À la selle. Exactement. On demandait ça au cavalier? Non, c'était pour savoir si le transit intestinal se faisait bien et on prenait des nouvelles. Mais il faut dire qu'à l'époque, on accordait beaucoup d'importance. Oui, justifié. Mais maintenant aussi, mais on en parle moins. Quoi. Oh, ici, non, mais maintenant on dit ça va. Ici, on en parle beaucoup. C'est la seule chose dont on n'a jamais pu se priver, ça. De quoi? Allez. Bah oui, il y a plein de choses. Hein. Bah, j'aime pas beaucoup que vous mélangiez tout ça quand même. Mais c'est pas moi qui le mélange. Je ne mélange pas ça du tout. Comment allez-vous? Quand même, vous avez ouvert la porte, là. Oui, mais si vous dites à quelqu'un comment allez-vous et qu'il commence à détailler l'état de ses intestins, vous penserez qu'il est mal élevé. Mais à ce moment-là, non. Au XVIIe, on devait dire ça. C'était l'époque où le roi faisait ça en public. Hein. Et quand on disait où allez-vous, c'était au fond à droite, c'était ça? Question de Monsieur Ledru. Qu'est-ce que la mastagogie technique? Ça se fait tout seul? Non. Faut être deux? On peut même dire que ça remplace la main de l'homme. Ah, c'est la robotisation. La traite des vaches. La traite des vaches avec une machine électrique. Bonne réponse d'Isabelle Mercon. C'était pas facile, hein? Non. C'était facile. On avait tous trouvé. Alors, qu'est-ce que la vache en pense? Ah, ça la rend folle. Hein. Ça manque de tendresse? Ça manque de tendresse, oui, non. Je crois que ça l'indiffère un peu, soyons honnêtes.
Non, ce qui compte, c'est la musique. Il faut ça bien, il faut qu'elle soit au calme, tranquille et tout. La main de l'homme malhabile il vaut peut-être mieux une machine. Souvent, c'est malhabile. Si c'est une bonne treilleuse, oui, mais il y avait quelqu'un qui pouvait l'embrasser sur la bouche avant de lui tripoter les seins. Maintenant, c'est fini. Non, mais là, ce sont vos fantasmes. Le but était quand même de tirer le lait de cette pauvre vache. C'est plutôt le côté veau que vous avez privé du lait de sa maman. Ça, c'est triste. Sinon, l'idée de la vache qui attend quand même ce baiser baveux. J'en doute pas. Il ne bave pas, Philippe, quand il embrasse. Je ne sais pas personnellement. Il ne faut pas que le fermier se trompe, parce que si ça lui arrive à lui, il est pompé. Hein. Ah ouais, remarque, ça rend service. Monsieur, vous croyez qu'on peut aller jusqu'au... Oh oui, oh là, une bonne treilleuse, bon Dieu, ça remplace une armée de salopes. Hein. Ah oui, puis il peut faire ça avec des copains, surtout. Il y a de la place pour plusieurs. Question de Madame Laurette. Qui était Jess Owens auquel... C'était le recordman du monde du 100 mètres à qui Hitler a refusé de serrer la main en 1936 aux Jeux Olympiques. De Berlin. C'était pas de Munich, c'était à Munich. Je suis Munich. Vous êtes sûr? Oui, de Munich. Mais c'est une bonne réponse de Daniel Secaldi. Vous êtes sûr que c'était à Munich? Je ne suis pas certain. C'était à Berlin, il me semble. Bon. Ah, bah voilà, merci. Bien sûr. J'étais persuadé que c'était Munich. Et Hitler a refusé de lui serrer la main. Il a refusé de serrer la main. Il était dans la même discipline que vous. Oui. C'était un sauteur. Avant moi. Non, c'était pas un sauteur, c'était un sprinter. Il sautait aussi, non? Je crois pas. Il a quand même sauté 8,06 m. Alors peut-être c'était chez lui pour se changer les idées. Elles sont en longueur en même temps? En hauteur ou... En longueur? Bah oui, 8 mètres en hauteur. Ah, j'y connais rien. Même avec une perche. Avec une perche, on peut pas aller plus haut? Regardez ce que l'âne peut sauter avec une perche d'1 mètre. Ah bah oui. Beson, pourquoi obligea-t-on Talleyrand à faire une carrière ecclésiastique alors qu'il était l'aîné de la famille et qu'il aurait dû embrasser une carrière militaire? Parce qu'il boitait. Il boitait. Il avait un pied beau. Et pas bonne réponse collégiale mixte. On l'avait surnommé le diable boiteux. Oui. Question de Monsieur Tabar. Qui eut le premier l'idée d'utiliser le pigeon comme pigeon voyageur? C'est Gambetta, non? Clémenceau? Non. Un général, Foch. Non. C'est un homme politique, non? C'est l'ancêtre des fleurs, des interflora, non? Non, mais c'est pas Gambetta. C'est pas pendant la guerre de 70, non? Non. Ah oui, c'est pour le sang? Oui, le transport du sang? Est-ce que le sang en voit ou pas? Non, parce qu'après... Non, pas du tout. Vraiment, mais c'est toujours intéressant de savoir... Pendant la guerre, espionnage? Non, c'est beaucoup plus ancien que ça. Ça date des Romains, non? Oh, beaucoup. C'est Noé. Ça date des Grecs. Noé. C'est Noé qui a lâché sa colombe, qui est revenu avec un rameau d'olivier. Bonne réponse. Exactement, ça c'est très joli. Bravo, monsieur. Attendez, si vous appelez ça être l'ancêtre du pigeon voyageur, quand même... Noé n'a jamais été l'ancêtre du pigeon voyageur. Noé, mais la colombe non plus. c'est le monsieur qui a eu le premier l'idée... Alors voilà, Marie-Claude est d'accord avec moi. Ah oui, non, qui a eu le premier l'idée d'utiliser... Il lui a lancé un petit bout de truc, elle l'a ramené. Voilà. Non, faut pas déconner. Mais elle est contestataire. C'était une colombe, c'était pas un pigeon. Qu'est-ce qui te prend? T'es vachement contestataire. Je ne pourrais pas vous dire colombe, vous auriez dit Noé tout de suite. Oh non, alors là, c'est mal me connaître. J'aurais continué à chercher. Ah, tu sais qui c'est quand même, Noé? Tu sais qui c'est? Le Père Noé qui arrive. C'était un veto. Il n'était pas un peu vétérinaire. Souvenez-vous de ce que disait Victor Hugo. Noé, à une lettre près, il aurait été noyé. Sem était le fils de Noé. Alors il vaut mieux voir les fils de Sem que les fesses de Sim. C'est vraiment pas scientifique du tout, ça, cette question. Parce qu'on sait pas, ça se trouve, avant Noé aussi, il y a eu un mec qui a acheté un truc à une colombe, puis elle lui a ramené, il s'amusait comme ça. Mais tu veux refaire la Bible ou quoi? Non, mais c'est... Mais elle a déjà détruit Giraudoux, maintenant elle se fait Noé. Question de Madame Well. Selon Virgile, qu'a donné Énée à Cerbère, le chien à 3 têtes des enfers, pour l'amadouer? La noce, non? Non. Cerbère s'est précipité sur quelque chose qu'Énée avait préparé à son intention. Une bête? Non. Mais qu'il a mangé, Voilà, qu'il a mangé. Un être humain? Un petit plat? Un petit steak? Non, une petite pâtisserie, simple d'ailleurs. Un éclair au chocolat? Non.
Un pain au raisin, mais avec pépites de chocolat. Un pain au lait, non. Un chien chaud, un hot dog. C'est délicieux. Un hot dog. Un hot dog. Le vieil aîné, il s'était bricolé ça comme ça. Macaron. Un macaron. Ça avait les dimensions d'un macaron. C'était fait de façon très simple, très artisanale. Qui l'aurait refusé. Non, une hostie. Il a envoyé une hostie. Un légume. Des choquettes aux pépites de chocolat. Ah, c'est une pâtisserie. De chocolat. On en fout partout, mais bon, c'est dégueulasse sur les draps. Et par la suite, d'ailleurs, c'est devenu quelque chose qu'on a enfermé avec les morts dans leur cercueil. Une chouquette avec un mort. Une choucroute. Non, pourquoi une choucroute? Parce que ma grand-mère était enterrée avec une choucroute. Non, c'était pas un plat, c'était un gâteau. Un petit gâteau qui était fait avec du riz. Une galette. Ah, beignet. Non, du rhum. Non, quelque chose qu'on trouve dans la nature, qui est d'origine animale, mais... Avec du lait Non. Avec du beurre. Non. Avec un œuf. Les Grecs l'ont beaucoup utilisé après, ils en ont fait... Du miel. Voilà. Il lui a donné du miel. Il lui a donné un petit gâteau de miel et c'est devenu une partie du viatique que l'on offrait aux morts lors de leur inhumation. Bonne réponse de Sim. Et ben voilà. Et ça, Virgile l'a écrit. Et Virgile, c'était pas n'importe qui. N'oubliez pas que c'est celui que Dante a choisi pour faire visiter l'enfer. Exactement. Il est mort? Oui, il n'est pas frais. Question de Madame Materne de Soumagne. Dans quel but conseillait-on dans les années 60 d'écraser du pied un mégot sur le sol tout en s'essuyant le dos avec une serviette? Moi, j'ai connu un type qui a... Ah, le twist. Oui, c'était pour apprendre à danser le twist. Bonne réponse, Isabelle Mercier. J'ai connu un type qui voulait arrêter de fumer. Et son médecin lui avait dit, écoutez, n'arrêtez pas d'un seul coup, c'est très mauvais, vous n'allez pas pouvoir. Vous tirez une ou deux bouffées, puis pof, vous écrasez votre mégot avec le pied. Sans ça, vous allez mourir d'un cancer. Eh ben, il l'a fait pendant 3 ans, et il est mort du cancer du pied droit. Oh, c'est bon. Oh. Question pour Marie-Claude Bomsel de Monsieur Tabar. Quelle maladie a le chant du coq parmi ses symptômes les plus caractéristiques? La coqueluche. La coqueluche. Merci, docteur Sim. Excusez-moi, Marie-Claude. Je vous l'ai volé, mais... Ce n'est pas grave. C'est approximatif. C'est très approximatif. C'est le fait que la toux ressemble au chant du coq, a priori. Ouais. Oui. Quand on a un coq qui aurait la coqueluche, quoi. Oui, mais un anglais qui a la coqueluche, il fait dou. Il fait pas le même bruit, c'est vrai d'ailleurs. Et l'allemand fait kirikiki. Il fait comment l'anglais qui a la coqueluche? Il a la doudelite. Il a quoi? La doudelite. Ou la kékrite. La kékrite. Question de Madame Maury de Toulouse. Qu'appelait-on naguère les trains de plaisir? Ah, c'est genre train bleu, train de vacances? Non, pas du tout. Oui, mais enfin... C'était pas en 36? Les monones? C'était en 36. Les premiers congés payés? Les premiers congés payés. Et généralement, ils allaient vers le Tréport, les trains de plaisir. Ils allaient, oui. Et non pas vers le Tréport. Ceux qui voyaient à la mer pour la première fois, notamment. Exactement. Oui, c'est moi quand j'ai vu la mienne pour la première fois. Dis donc. Je crois même qu'ils avaient dès le début une réduction sur le voyage de vacances. Parce qu'il y avait un billet populaire de congé annuel qui avait été créé par Léo Lagrange. Il courait après le train, oui. Voilà, c'est une bonne réponse. Collégial. Bon, je veux pas avoir... Je suis lâche, je veux pas avoir d'ennui. Collégial. On le lâche. À quelle école picturale Sérusier et Gauguin appartiennent-ils? Alors, c'est pas le fauvisme, c'est pas le cubisme non plus. C'est une école moins importante que celle du fauvisme. Si l'amiral était là, il l'aurait... c'est l'école de... L'école navale. Non, de Pont-Aven. L'école de Pont-Aven. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Mais non, pas l'école navale. Question de Monsieur Blavier.
Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars. À qui je ressemble du reste. Non, pas du tout. Si, puisqu'il avait perdu toutes ses dents, il les avait vendues pour secourir ses paroissiens. Si, il ressemblait un peu. Oui. Voltaire aussi. Plus Voltaire, alors. Intellectuellement, surtout. Oui. Alors, on l'avait décoré de la Légion d'honneur, c'est d'ailleurs le premier saint à avoir bénéficié de cette distinction. Ceux de ma sœur aussi. Et il ne la porta qu'une seule fois. À son enterrement. Quand il est mort. Quand il a été mort. Décédé. On l'a épinglé sur son cercueil. Alors, mal dites votre question, parce qu'il ne l'a pas porté, on l'a lui a mis. Arrête, oui, elle a raison. C'est une puriste. On lui a mis. On lui a épinglé sur le bois et pas sur lui. Il ne l'a pas véritablement porté. Mais on peut dire qu'il a porté une autre croix durant toute sa vie. Voilà. Bonne réponse collégiale et admirable remarque sémantique d'Isabelle Mercou. On parlait des enfers tout à l'heure. Alors la question de M. Buisseret vise à déterminer comment dans la mythologie grecque nommait-on les 3 juges des enfers. Pas les parcs? Non. Ah non, les parcs... dire leur nom? Oui, leur nom. Marcel Machin et tout. Voilà. Les 3. Vous avez déjà donné un. Maintenant, après Marcel, qui est-ce? Je sais pas. Jean-Pierre et Bruno. Les 3 juges des enfers, qui sont des personnages considérables. Hein. Mais c'était un nom global. C'était une espèce de conseil... Vous voulez vraiment leur nom? Non. C'est des noms de bêtises comme les inconnus. Non, ils avaient chacun un nom différent. Il y a 3 réponses à donner alors. Oui. Daniel, on compte sur vous. Oh, mais attendez, ils sont connus, on connaît ça. Il y en a un au moins un qui est passé dans le langage courant, non? Pas tellement. Je savais même pas qu'il y avait des juges. C'est un blot, on les prend tous les 3 ou pas du tout. Maintenant, connaître leur nom. On dit les 3 quelque chose, non? Faut leur prénom aussi, non? Leur nom. Non, c'est pas un nom générique. Ils ont chacun une identité bien à eux. Alors le premier. Je sais qu'il y en avait un qu'on appelait Popol. Bruguière. Alors Popol, vous dites? Oui. Marcel et Popol, oui. Il y a un surnom, hein. Auguste. Mina Jolie, ils sont morts. Acquéron, c'était pas un juge, c'était celui qui était... Pourquoi on le saurait? Il n'y a aucune raison objective. Pour répondre. Et est-ce que vous croyez que je le sais? Mais je vous ai donné des indices. Philippe est en train d'épiler sa cravate. C'était très très rare. Oui, non, mais tout à l'heure, il s'est limé les ongles. Je suis un homme libre, hein. Ma parole est serve, mais mes petites mains sont libres. Le juge... Bon. Non, mais Acquéron, c'était pas un juge, c'était... Monsieur Bouvard, Acquéron, c'était le passeur. Oui. Après, vous n'allez plus comprendre mes bonnes réponses. Le juge... Ça commence par un A? De quoi? Le nom du juge. Le nom du juge. Alors, est-ce que vous croyez que je connais? Je suis certain du contraire. Oh, ça doit être un truc comme Armageddon, Arkham. Ah oui, bien, Armageddon. Armageddon. Artaban, Armageddon. C'est dans Fifi. Et d'Artagnan. Artinoron. Artaban. Ah, la première cloche. Et... Voilà, j'arrive. Artaban. C'est des gens très fiers, tout ça. Ils étaient pas français? Non. Non, c'est un anglais? Américain? Nous sommes, je vous le rappelle, dans la mythologie grecque. Ah, c'est ça. C'était pas des demi-dieux, c'était pas du grade comme ça. Attendez, non. Daniel, ne noyez pas le poisson. Leur nom. Je ne noie pas le poisson. C'est leur nom qu'il faut comme... On n'est pas en train de demi-dieu, Dieu... Encore qu'il y en a un qui a peut-être fricoté avec Pasiphae. Son nom pourrait le laisser croire. Là, c'est une indication Minos, pour vous, Isabelle. Minos, oui, ça... Alors, Minos. C'était peut-être celui qui s'est fait Pasiphae. Le papa, c'est le papa de Phèdre. Voilà. Alors... Les 2 autres sont en os aussi, je crois. Non. C'est là où est le traquenard, c'est que les 3 noms sont très différents. Minos. On en tient un. Il y en a un nom qui en sa mère en O-N. Non. Antigone. Non plus. Ce qui se termine en O-N, c'est celui qui ne sera pas capable de répondre. Qui sera considéré qui sera considéré comme une conne, c'est ce que vous voulez dire. Pardon, excusez-moi, là, je me suis un peu emporté. Une bonne réponse qui n'a pas été donnée, mais qui figure sur la carte que je vais vous livrer, et qui motive de la part de la station l'envoi d'un mandat de 1000 francs et l'expédition immédiate d'applaudissements bien mérités. Ah bah très bien.
Car pour nous coller, il faut se lever de bonne heure. Ah oui, comme certains papillons. Aspartame. Voilà, les trois juges des enfers dans la mythologie grecque étaient Éaque, Minos et Rhadamante. Rhadamante, oui, non, on connaît que lui. On en parlait avant-hier. C'est marrant, j'y ai pas pensé tout de suite. Mais on en a parlé avant-hier de Rhadamante. Je m'en veux. Question de Monsieur Scran de Dunkerque. Qu'est-ce que l'influenza? C'est une maladie. La grippe. C'est la grippe, voilà. Oui, le nom savant, médical de la grippe. Bonne réponse collégiale, mixte, sauf Isabelle Mergo. Madame Ménard, quel est le comportement d'un oiseau pulvérateur? Il pulvérise. Il envoie il va sur le dos des éléphants et avec... Non, c'est pas le pluvian, c'est un pulvérateur. Peut-être qu'il postillonne. C'est celui qui agite les airs. Non, c'est l'oiseau qui a mangé trop de poivre et qui vole à l'envers pour se rafraîchir le trou de balle. C'est très rare, mais ça existe encore. Qu'est-ce qui pulvérise, ce brave? Alors, il pulvérise quelque chose, ce pulvérateur. De l'eau, non? Je vous renvoie à la racine latine du mot. Oh, la poudre. Vous ne pouvez pas nous renvoyer ailleurs? Parce que moi, le latin, c'est pas... Il fait un bain de poussière? Voilà, pulvère, c'est la poussière. Et il fait ses ablutions dans la poussière. Exactement. Voilà. Bonne réponse de Marie-Claude Bomsel. C'est-à-dire qu'il se débarrasse de ces parasites comme ça. Oui, il y en a qui le font avec des fourmis aussi, c'est plus agréable encore. Après, c'est le côté maso, là. Des bains de fourmis, alors? Oui, des bains de fourmis. Certains jets font ça. En plus, ils se couchent comme ça dans les fourmis et elles piquent de partout. C'est encore plus jouissif, vous voyez. Elle est vicieux même chez les oiseaux. Question de Monsieur Laviaille. À quoi s'attaquaient la flacherie et la pébrine, les deux premières maladies guéries par Pasteur? Pas à l'homme. À l'enfant, non? Au chien? Non. Un animal. Au cerveau? Un animal? Attendez, On cherche un animal, là. On cherche l'animal ou la partie du corps? Non. Au mouton? Non. Aux microbes? Non. Aux volailles? À la vache? À des volailles? Vous savez, avec les recherches de Pasteur... Le chien? Non. Un invertébré? Animal domestique, si on en croit la codification le ver à soie. Le ver à soie. Exactement. Deux maladies du ver à soie. Bonne réponse, Isabelle Mergo. Ça, c'est bien, tu vois. Ça, c'est bien, Isabelle. Vous êtes mouché, hein, Philippe? oui, alors parce que vous me regardiez pas du tout, hein. Vous pensiez pas que la réponse elle viendrait de moi? Non, pas du tout. Je vous embouche un quoi? Ah oui. Avec quoi? Agriculture? C'était pas facile, hein? La flacherie et la pébrine, ça n'a rien dit à Marie-Claude. Absolument pas. Non, le ver à soie, notez, je soigne rarement quand même. Soyons honnêtes. Vous ne vous intéressez pas au ver à soie? Aux invertébrés, très rarement quand même. Nous faisons ça en groupe. Quelques insectes, parfois on soigne. Mais à part votre vie professionnelle, vous avez une vie privée? Oui, monsieur, mais quel rapport? Ça se passe bien. Non, on parle que de vos talents professionnels, mais dans la vie... Ça se passe bien, oui, je vous remercie beaucoup. Comment êtes-vous dans la vie? À quelle heure vous levez le matin? Vous prenez quoi comme petit déjeuner? C'est les bêtes qui vous réveillent? Non, mais je suis, logiquement réglé par le soleil. Bon, actuellement, c'est plutôt... Vous vivez au rythme des bébés? Au rythme des bébés. Oh, c'est super. C'est super. Et la marmotte, vous en avez chez vous, non? Mais elle ne dort jamais complètement, la marmotte. Elle hiberne. Elle se réveille, en fait. Vous allez au zoo tous les jours? Pratiquement, oui. Et les gens sont gentils avec vous? Les gens ou les animaux? Les visiteurs, ils sont Est-ce que les bébêtes vous reconnaissent? Oui, tout le monde. Oui, pas toutes, pas le ver à soie, par exemple. Tous les criquets, les vers à soie, vous voyez, non, ça, rarement. Même, déjà, les batraciens ont du mal. Les serpents, criquet parfois. est très joueur, hein. Musicien aussi. Vous appelez pas votre prénom? Oui. Question de Monsieur Félix de Poitiers. Compte en commun Brigitte Bardot, Mireille Mathieu et Catherine Deneuve. Le même mari? C'est valable pour deux d'entre elles. Brigitte, la date de naissance? Brigitte, même elles ont posé pour le buste de Marianne? Exactement, bravo. Elles ont été 3 Marianne de la République. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo. Ça, c'était pas évident parce que pas beaucoup de monde qui le savait. Bon. Alors, qui vous avait dit la première m'a échappé, là? Mathieu et Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Mireille Mathieu? Oui. La tête? Non, la perruque. Et qui va poser pour l'euro? Il n'y aura pas de femmes sur les billets, rien. Non, ils ont déjà montré ce que seraient les euros. C'est pas beau, hein? C'est pas beau du tout, non? Oh là là. Ça fait vieux Monopoly. Oui, exactement. L'euro, c'est quand t'as bien mangé?
Les culs, ça aurait été plus truculent. Ah, les culs, oui, ça, les culs, il y en aurait eu des actrices à proposer. Question de Monsieur Rapin. Qu'est-ce qu'une grume? Oh, c'est... Ah, oui, oui. Non, c'est pas un agrume, attention. Oui, j'en étais là aussi. C'est un gros grumeau? C'est un gros ça se trouve dans la grumeau. soupe? Un dans la grumeau bouillie? femelle. Ah, si vous avez une grume dans votre soupe, vous risquez de faire une indigestion. C'est végétal, la grume? Oui. Ah. Ça se mange? C'est comme une Non. éponge? Non. Ça se mange pas, c'est un arbre. Oui, alors c'est... C'est le grumier. Attendez. C'est l'arbre à grumeaux? Non. C'est... Bon, pas n'importe quel arbre, sinon on dirait un arbre, on dirait pas une grume. L'arbre à grumes, c'est là où on trouve des L'arbre à agrumes. grume. Vous voulez savoir ce que Qu'est-ce c'est que vous comme voulez arbre? savoir, Philippe? C'est- Exprimez-vous, Oui, c'est c'est un pénible, arbre, vous savez. oui. Hein, C'est parce que un- vraiment... Ah, j'ai déjà trouvé l'arbre. C'est bon. un arbre à qui on donne un Alors, autre nom non parfois. mais laissez-le finir. Alors, quoi? C'est pas moi qui réponds, c'est vous. Ah bon? Ah, c'est comme ça le jeu maintenant. C'est un arbre Ah, exotique. attendez. Est-ce que c'est un arbre exotique? Non, mais Pas du peu tout. importe. Pas du tout. Vous en avez chez vous, les Il a gars? une forme non. spéciale. C'est un arbre à Il a feuilles. une forme spéciale. Non, pas du tout. Il est dans une situation un peu particulière, encore Il que est à la pour, maison? pour un arbre, ce soit normal. Hein. Ah, il Il est en est... pleine Il est sous croissance. serre. Il est penché. Ah, penché, faible. Ah, il est mort. Il est mort. amphibie. Il est abattu, Il est mort. c'est le tronc. C'est le tronc de l'arbre abattu. Ah, Bonne oui. réponse de Sim. Ah oui, Bah, et oui. moi, c'est de la gnognotte. Oui, oui, c'est de la gnognotte. Oui. Dis donc, t'as arrêté de fumer, mais tu picoles pas mal, hein. C'est le deuxième. Ah, oui. Dis donc, et toi, c'est du Ça, coca? ça se sent à ta C'est du voix. coca, toi? Oui, il y en a un peu dedans. Ouais, il y en a un peu. Monsieur Gragnon, qui fut appelé l'avoué du Saint-Sépulcre? L'avoué? L'avoué. L'avoué? Oui. Je vais faire comme Daniel, ça fait très intéressant. Lazare. L'apostrophe? L'avoué? L'avoué. L'avoué. Il avait refusé un autre titre parce que c'était un... Ah, il a été cassé. Cassé l'avoué. C'était pas Judas, comme c'était un des apôtres? Non, pas du tout, c'est beaucoup plus pas du tard. tout. L'avoué du Saint-Sépulcre. Un pape, un curé, un religieux. Non, c'était un laïc, mais qui s'était investi d'une mission religieuse. Saint-Louis? Non. Bien après. C'est après? C'est avant Saint-Louis. Ah, bah alors, bien avant. C'était Godefroy de Bouillon. C'était Godefroy de Bouillon. bravo. Exactement. Bonne Bravo. réponse de Sim. Bravo. On lui avait proposé le titre de roi de Jérusalem et il avait refusé. Donc il a été l'avoué du Saint-Sépulcre. Voilà. Mais il connaît beaucoup de choses, Sim. Hein. Oui. Dans sa petite tête, il y a énormément Mais de... Maille-Brandt était un descendant de... Des croisés. Godefroy de Bouillon. Oui, il descendait des croisés. Oui, c'est vraiment de mauvais goût, ça, monsieur Oui, Sim. hein. oui. Mais il est très mauvais goût. Oui, aujourd'hui, il est particulièrement. terrifiant. Pourquoi aujourd'hui? Moi, je Plus ne prends vous jamais êtes en- rien au sérieux, même pas vous. Alors, vous voyez, ça se voit quand on vous regarde. Franchement, on peut pas vous prendre au sérieux. Mais si, moi, je vous prends en sérieux. moi. Mais faut pas prendre la vie au sérieux. Jamais, jamais. C'est trop bête. La vie est une chose trop grave. Ne pas la prendre au sérieux. Il est triste Quand comme tous on les pense chroniques. qu'on va tous mourir, Mais non, t'as raconté Ah, ça, si. c'est une connerie. alors Ouais, non. Bon, bah, essayons de terminer avant. Alors, Avant la fin du il nous monde. reste 20 minutes à peine. question de monsieur Desfossés. Que doit-on... Oh, défaussé, il va nous enterrer tous, celui-là. Ah, il va nous enterrer. Oh, qu'est-ce qu'il veut, ce brave monsieur? Que doit-on au Français Oh, je vois Roland rien. Moreno? La chanson. Qu'est-ce que vous allez dire? Dario Moreno. Roland Moreno. Qu'est-ce qu'on dit? Le lanceur de la Doigt dans les puce. doigts. C'est pas lui qui a inventé L'inventeur de la carte à puce, La de la carte à puce d'ailleurs, elle est électronique. Voilà. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Voilà. Vous êtes jamais occupé De la de puce. puces comme ça? De puces, je les élimine, les oui. puces. Voilà, j'ai eu beaucoup de difficultés d'ailleurs, mais enfin maintenant Il y en a on a trouvé encore des tas de systèmes. Ah ben Mais oui, les animaux. Oui, Oui, il y a mais beaucoup c'est pas de les puces. mêmes, paraît-il, les Oui, mais puces enfin, de- vous savez, quand vous avez une puce de chat qui vous pique, vous avez beau lui dire tu t'es gouré, et elle a déjà agi. Hein. Vous avez oui. jamais été piqué? Non, c'est très difficile maintenant. j'ai été Mais maintenant, piqué, on mais fait pas encore avaler des Vous avez remarqué, on fait avaler des comprimés aux chats Des pour puces. qu'ils aient plus de puces. Ah oui? Ça bloque la croissance des puces. Les comprimés. Oui.
Et pour les chiens aussi, parce que moi, ma chienne, elle a des puces. Ouais. C'est pas vraiment efficace, soyons honnêtes. Quand même, le bon coup d'insecticide, ça marche bien. Le plus efficace, c'est l'insecticide? Les deux, l'ensemble, empêcher le chat de sortir, le mettre dans un sac avec de l'insecticide, le faire avaler des comprimés, qu'il n'y ait pas d'été, que l'hiver soit rude, que tout ça, et à ce moment-là, la plus puce. Il faut traiter la maison aussi? Oui, il faut traiter la maison aussi, le panier du chat, docteur, pour tout ça. Je vous dirai après. La consultation, ça c'est intéressant. Mais il paraît que les puces des chiens ne vont pas sur les puces des chats, il paraît. Oui, non, elles vont pas sur les chats, pas sur les puces des chats. Elles y vont accessoirement, mais moi, elles ne se reproduisent pas. Elles vont faire leur marché. Voilà, elles vont faire leur marché. Comment elles se reproduisent, les puces? En sautant, bien sûr, mais sinon... Comme tout le monde, si je puis dire. Elles sont plus petites que les baleines. Voilà, elles copulent et ensuite elles pondent des œufs sur l'animal. Elles sautent. Sur le chat quand c'est le chat, sur le chien, etc. Donc elles peuvent passer accessoirement. Elles ne se reproduisent pas. Elles sautent. Et généralement, elles pondent dans les parquets. Mais il faut qu'elles aient eu un passage sur l'autre. On appelle ça l'autre réceptif. Oh, la vie des puces. Il y a une expérience très intéressante sur laquelle on s'est... Ah, le coupage de pattes? Oui. Vous l'avez jamais fait, ça, Marie-Claude? C'est-à-dire? Vous prenez une puce savante, donc une puce qui est d'un niveau intellectuel supérieur à celui des autres puces. Et puis vous lui dites « saute ». Et la puce saute. Et puis vous lui coupez les pattes. Vous lui dites saute, elle saute plus. Donc quand vous coupez les pattes d'une puce, elle n'entend plus. Ça la rend sourde. On peut le faire, on peut décliner ça pour beaucoup de choses à ce moment-là. Oui, énormément. Moi, je suis resté dans la puce parce que c'est à ma hauteur, mais... Oui, mais vous avez tellement sauté. Question de Monsieur Mauduit. Qu'est-ce que l'aigle fin? L'apostrophe. C'est un poisson. C'est un poisson. Oui. C'est un bon poisson. C'est très. C'est la morue, mais moins vulgaire. Comme le cabillaud. Morue du 16e. Marié à un escroc qu'on appelle d'ailleurs un aigre fin. Alors, c'est une morue qui vient d'où? Parce qu'elle n'est pas née dans le 16e, elle vient d'où? Du ruisseau. Du Zaïre, c'est un aigle fin. Elle vient de la mer du Nord, elle vient du Groenland, elle vient des mers froides. du Nord. Donc c'est une bonne réponse collégiale, l'aigle fin est une morue des mers du Nord. Parce que moi, quand je dis pas un mot, vous notez bien que je dis pas un mot. Tu parles tellement fort que tu nous entends pas. T'as rien dit, toi, Sim. Mais si. Bon, c'est une bonne réponse collégiale. Prenez votre part, chère Isabelle, des applaudissements qui saluent cette belle performance. Vous êtes trop lâche. Ah non. Je vais finir par dire du mal de vous. Elle est dure, hein, maintenant. Oh là 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 là, dis donc. Impossible. Bah, elle vieillit, hein. T'es pas ménopausée encore. Parce qu'il paraît que ça agit sur le caractère, ça rend un peu agressif. Ça va de ce côté-là? Laisse-moi 5 minutes, je vais te répondre du tac au tac. Dans 5 minutes, tu vas y être? La Madeleine, pour qui Brassens a-t-il écrit une jolie fleur dans une peau de vache? Pour son ami? Non. Pour quel chanteur, vous allez dire? Pour une chanteuse qui, à l'époque, présentait les spectacles de l'Olympia. Ah, c'est la baronne de Rothschild. Nadine de Rothschild, qui à l'époque s'appelait Nadine Tallier. Ouais. Bonne réponse de Sim. Oui. Question de Monsieur Lacauve de Saint-Vigor-le-Grand, qu'a refusé Madame Pasteur à la mort de son mari et que le représentant du gouvernement lui propose. La retraite? La Légion d'honneur. Le fromage, elle avait plus faim. Le fromage pasteurisé? Non. On a voulu l'anoblir, qu'est-ce qu'on a voulu faire? Un titre quelconque, non? Un titre honorifique? C'était... Oui. C'était une pension, carrément. Non. De se faire vacciner, non? C'était un avantage en nature? En monnaie? Non. Un titre? C'est quoi la question? Peut-être que ça aurait permis... Un anoblissement? Une statue? Non, peut-être que ça aurait permis à la famille de Pasteur et donc à Madame Pasteur de faire une économie, mais elle n'a pas voulu. Un logement gratuit? Un brevet? Par la mairie de Paris? Un logement gratuit, oui, si on peut dire. Une prison? Mais où? À l'Institut? Non, à l'hôpital? Non. Au cimetière? Alors, Ah, la concession gratuite. le caveau gratuit. gratuite. L'enterrement payable par tempérament. Des funérailles nationales. Sponsorisé par le beurre. Par le camembert le petit. C'est pas quoi? J'ai pas entendu la question, alors je peux dire n'importe quoi. c'est comme ça que vous êtes la meilleure. On lui a proposé le Panthéon pour son mari. Exactement. Mais...
On proposait à Madame Pasteur d'inhumer son mari au Panthéon. Elle l'a refusé. Bonne réponse de Daniel Sekelny. Question. Attendez, pourquoi elle a refusé? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ça fera l'objet d'une autre question. Pourquoi Madame Pasteur a-t-elle refusé? Il faisait froid ce jour-là. Elle voulait avoir la tombe de son mari tout près de chez elle. Un vrai scientifique qu'il était. Elle voulait pas qu'il soit avec certaines personnes, peut-être, hein, parce que... Exactement. Bon. Vous avez répondu à ma question, merci. Ils sont très faisandés, ceux qui sont là-bas, au Panthéon. Oui. Ah oui. C'est pas chauffé du tout. Non, c'est glacial. C'est pas gai. Mortel comme endroit. C'est pas gai du tout. Bon, on perd la chaise, c'est pas chauffé non plus. Hein. Oui, mais au moins on peut s'asseoir. C'est chauffé. Pas là où il y a le temps. Vous avez une drôle de sortie. Un Méditerranéen qui serait pas chauffé. Jamais vous allez à Walibi. C'est vachement plus cool. Si c'était resté une église de Panthéon, il y a moins de morts. Attends, les sorties, j'y crois pas. Et vous avez remarqué que les églises, souvent, c'est pas chauffé? Et l'eau dans le bénitier, des fois, elle est chaude. Ce qui manque, c'est la serviette à côté. Question de Monsieur Lopez de Montluçon. Comment le projet X-Ray que les Américains songèrent à utiliser après Pearl Harbor prévoyait-il de faire larguer des bombes incendiaires à retardement? Non, là, on n'employait pas encore des dauphins, c'est venu plus tard. Et là, on avait prévu d'annexer certains animaux. Ah, des... Oui. Les pigeons. Non, les pigeons voyageurs. des cigognes ou des... Non. Des mouettes. C'est quoi la question? On mettait des bombes dans les oiseaux et ça devait exploser. Savoir quoi? On confiait, sans leur demander leur avis d'ailleurs, des bombes incendiaires à retardement à certains animaux. Des oiseaux ou des poissons? Des volatiles. Mais pas des pigeons Les voyageurs. colombes, les pigeons Volatiles, mais pas ovipares pour autant. Des chauves-souris. Des chauves-souris. Bonne réponse de Marie-Claude Bomsat. Et on a renoncé à ça, c'est dommage, ça aurait été rigolo. Mais vous vous rendez compte, l'ennemi qui voit arriver... On leur mettait une moumoute aux chauves-souris pour pas que... C'était les premiers kamikazes, finalement. La pauvre chauve-souris qui se dit, tiens, je vais partir en week-end et tout ça. Elle se doute pas qu'elle a un suppôt à la dynamite. Elle part avec sa famille en caravane, tous les petits sont derrière. Qu'est-ce qu'il a, papa? Je parle rien. Oui, mais il fallait être sûr que la chauve-souris aille là où on voulait qu'elle aille, quand même. Donc la chauve-souris... on l'affamait. La chauve, ça ne la faisait plus sourire. On l'affamait et on mettait des insectes ou des fruits suivant ce qu'elle mangeait. Et en plus, on faisait avec des systèmes d'écolocation qui lui permettaient de déterminer où c'était. Des systèmes d'écolocation. C'est les locations de vacances, tu entends. Elle lance des ondes qui sont réfléchies, qu'elles entendent. Elle a fait tout, alors. Et alors, ça a été abandonné, le projet? Oui. Oui, complètement. Mais ça devait être une toute petite bombe, quand même, pour une... C'est un suppôt. Mais alors, ça faisait exploser quoi? La chauve-souris elle-même. Par le reste. C'était pour détruire les chauves-souris. C'était pour faire peur aux Allemands et aux Japonais. Question de Monsieur Sénac. Quel était le statut des prêtres nicolaïstes? La statue, on dit. Ce sont les prêtres orthodoxes, non? C'était une forme d'orthodoxie, mais ils avaient, les nicolaïstes, un avantage ou un inconvénient. Les avis divergent. Comment divergent? Comment ça dit, ça? Même plus, si on veut. On peut plus rien dire. Mais c'était des vrais prêtres, c'était des chrétiens? Moi, j'ai un Nicolas à côté de chez moi, mais je pense que ça n'a pas de rapport. Hein. Pas de rapport avec les bouteilles consignées. Ça vient de quand, vous avez dit, il y a longtemps de ça? Nicolaïste. Il y en a toujours. Nicolaïstes, il y en a toujours, et bon, ils peuvent aujourd'hui faire figure de pionniers pour un certain clergé. Oui, ils avaient le droit de se marier, ils rejetaient le célibat. Bonne réponse de Marie-Claude Bomsat. Bravo. Fongarnant, qu'est-ce qu'un songe creux? C'est quand vous rêvez. C'est quand vous rêvez. C'est un rêveur. C'est quand vous tombez. C'est quand vous... C'est donné la réponse? Oui, ah oui. Bon Mais vous pouvez encore confirmer. Hein. Oui. Ah non, c'est parce que moi, souvent, je rêve que je tombe comme dans un puits, mais ça va très très vite. Ouh, comme ça, et je me réveille tout de suite, quoi. C'est en fait quand je dors, par exemple, l'après-midi, une sieste, voilà. C'est pas du tout ça, mais c'est pas du tout ça. Non, mais c'est intéressant de savoir quand elle dort. Ça, c'est un cauchemar, c'est différent. Voilà. Ça. Non,
Vous tombez dans un puits. Ouais, et je dors très profondément, mais vraiment profondément. Même pendant temps, je bave sur l'oreiller tellement. Ah oui. J'adore cette sensation-là. Ça veut dire que je suis très fatiguée et généralement je me réveille immédiatement. Ça dure quelques secondes, mais je récupère bien. Ça réveille toujours, ça. Tout le monde fait ce même. C'est vrai? Oh, moi je le fais très souvent. C'est pour ça que j'ai une bosse sur la tête, moi, parce que je couche dans un cozy corner, c'est-à-dire que j'ai la bibliothèque est au-dessus. Alors à chaque fois que je rêve que je tombe dans un trou, je me réveille en sursaut, je fais un bond et je me cogne à la tête. J'aimerais bien voir ta chambre. D'abord, c'est pas rêve creux, c'est songe creux. Ce qui est une jolie locution française, ancienne, et avec une acception très très précise qu'a donné. On n'a pas entendu. Qu'a donné Daniel Secaldi, c'est un rêveur. Et le petit Larousse qui va un peu plus loin pour une fois que vous, mais c'est rare, hein, mon petit Daniel. C'est vrai, entre le petit Daniel et le petit Larousse, généralement, je n'hésite pas. J'ai moins de pages. Dit que c'est une personne qui se nourrit ou qui nourrit son esprit de chimère. Oh, ben, je suis Bonne réponse de Daniel Secaldi. Et merci à Isabelle Mergo. Donc, quelqu'un qui a un rêveur comme ça qui se nourrit de chimères, on dit c'est un rêve creux, c'est ça? Un songe creux. Ah oui, un songe creux. Il faut vivre de chimères. C'est pas parce que vous vivez maritalement avec une limace que... Hein? C'est parce que je téléphone trop, je vous assure, je crois que c'est pour ça que je suis lente. C'est pour ça que vous bavez sur votre oreiller. Non, j'ai toujours bavé sur mon oreiller quand je m'endormais très vite comme ça. Tu n'envisages pas de résilier ton contrat, non, de téléphone? De téléphone? Oui. Si, parce qu'il paraît que ça bousille tous les neurones. Oui, surtout pour ceux qui n'en ont pas beaucoup. Non, il faut mieux résilier ton contrat, mon cher, c'est mieux. Question de Monsieur Cellier de Rodez. Trop vulgaire comme question, c'est pour ça que je n'ai pas répondu. Quels sont les animaux qui peuvent être qualifiés de processionnaires? Les chenilles. Les fourmis. C'est ceux qui se suivent. En procession, comme des caravanes du mois d'août, là, sur les Mon chien, par exemple, il arrête pas de me suivre, il est processionnaire. Les moutons, c'est ça? Non, c'est pas la définition, hein. Même quand je m'enferme, il est là et il se met derrière la porte, il pleure. C'est de l'affectif, là. La chenille est donc l'exemple même de l'animal processionnaire. Bonne réponse du docteur Bomsel. Oui, ça c'est normal. Il y en a d'autres? Non, aussi processionnaire, non. C'est-à-dire que c'est ces chenilles, effectivement, qu'on voit à l'automne. C'est-à-dire qu'elles sont en file indienne, oui, d'ailleurs. Oui, en file indienne. Les tout à fait. Elles sont très urticantes. Non, elles peuvent se passer comme ça en éventail, les fourmis. Alors que les processionnaires, elles restent comme ça, la queue leu. Comme les routiers, quoi. Oui, comme les routiers. Parlez-nous des fourmis. Moi, j'ai les fourmis. Une curiosité infinie pour les Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur les fourmis? La société des fourmis. Mais oui, il y a plusieurs sortes de sociétés de fourmis. Pour moi, c'est les Japonais, je trouve un peu, finalement, parce que s'il n'y a plus d'individualité, il y a une hiérarchie extrêmement fermée. Ils ont moins d'appareils photo que les Chinois, les fourmis. Les Japonais. Que les Japonais, oui. Moi, je suis en Chine. Non, mais là, attendez, la fourmi a un civisme, une organisation. Les Japonais aussi. Mais je sais pas, je connais plus de fourmis que de Japonais. Et la sexualité des fourmis, parce que. Ah, alors là. Je m'interroge souvent. Elle est très réduite, puisqu'il n'y a qu'une partie seulement du corps social qui se reproduit. Ça dépend des espèces, mais souvent, il n'y a qu'un roi, une reine. Le reste est asexué. Elles sont bien balancées, les fourmis. Elles ont une taille formidable. Oui, les mensurations d'une fourmi. C'est vrai que la reine des fourmis, elle perd ses ailes quand elle... Non, c'est la reine d'Angleterre qui... Ça dépend des espèces. Oh, quel triste. Mais il y a une foultitude de sociétés de fourmis. Il y a très peu de fourmis qui fourniquent, alors. Oui, très peu. Vous avez raison. Oui. Et vous savez ce que c'est que le cri de la fourmi? Au creux des bois, non. La fourmi, elle gronde. La fourmi gronde. Mais oui, ça y est. C'est une vieille blague, mais ça marche toujours. Seulement, il faut trouver des gens très instruits pour que ça dérive. Pardon, hein, je présente mes excuses et celles de la station. C'est indigne, ça, d'avoir essayé de piéger une scientifique de l'envergure de Marie-Claude Bomsel. Vous avez voulu me piéger moi, pourquoi je la piégerais pas elle? Je croyais qu'on était copines, on se défendait depuis le début, et puis finalement... Vous voyez ce que c'est que les femmes entre elles, et les mecs, simplement, ils le font différemment. Nous, après, on va aller boire un thé, tranquille. Non, nous, on va dîner ensemble. Elle prend le tétard. Ah, fallait la faire, hein. Ça n'est plus ce que c'était, les grosses têtes. Comment ça? Jamais on n'aurait fait ça il y a 20 ans, jamais.
C'est l'époque où vous disiez t'es guéridon. Oui, c'est ça. L'humour a évolué. Hein. Oui. Et enfin, le mot de la fin revient à Madame Douchy, qui a dit « Il n'y avait pas d'anormaux quand l'homosexualité était la norme. » Quelle horreur. Oscar Wilde. Non. Non, ça, il en était aussi. Un Français. Il en était aussi. Monterland. Et il en était. Il était français. Cocteau. Non. Proust. Avant Cocteau. Proust. Marcel Proust. Voilà. Bonne réponse de Sim. Bravo, merci. À la prochaine.